Alors, l'invitation du professeur Jean-Pierre Mahé, naguère, était une habitude que j'avais dans le cours Histoire et civilisation du Caucase. Je l'ai fait à un moment donné quasiment tous les ans. Puis après, on a un petit peu cessé. Mais je vous ai quand même parlé du professeur Mahé au début de ce cours, lorsque j'ai essayé d'introduire de manière évidemment très générale, et pas du tout avec les détails nécessaires, mais d'introduire ce que c'était que cette fameuse histoire et civilisation du Caucase qui allait nous occuper toute l'année. Et donc, je vous ai parlé d'un certain nombre de choses. D'abord, j'ai évoqué les grands spécialistes orientalistes français, et en particulier aussi ceux qui avaient enseigné ici à l'INALCO, qui n'est autre que l'ancien Institut des langues orientales. Et donc j'avais évoqué un certain nombre de très grandes personnalités, en particulier Georges Dumézil. J'ai également parlé, je me souviens vous avoir évoqué, en tout cas prononcé le nom de Georges Charachidze. Et puis je vous ai également parlé du professeur Mahé, dont la carrière ne va pas être relatée ici parce que sa réputation d'orientaliste, de philologue, de caucasologue, disons le mot, n'est plus à faire. Jean-Pierre Mahé nous fait le très grand honneur de venir vous faire une conférence dans notre modeste classe, pourrait-on dire. Et donc je suis très heureuse que vous lui fassiez bon accueil. Ce que je n'avais pas fait, ce que je faisais de façon habituelle dans notre cours, c'est que souvent, justement, je commençais le cours en présentant quelques articles de Jean-Pierre Mahé, mais je sais que je ne l'ai pas fait cette année, mais je l'ai fait de manière très rapide, en expliquant que l'un des... si j'ai bien compris, l'une des grandes interrogations de Jean-Pierre Mahé, la question de savoir comment, justement, l'histoire et la civilisation du Caucase, alors cette fois-ci prise dans son aspect pluriséculaire par plurimillénaire, se raccorde, si j'ai bien compris, tu me corriges si je ne se raccorde au grand mythe universel. En fait, finalement, d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas toute l'interrogation aussi de Dumézil, c'est de savoir donc comment les mythes caucasiens ou les histoires caucasiennes se raccordent à la culture dite universelle qui, dans les temps médiévaux et qui plus est antique, est essentiellement une culture grecque. J'espère que je ne prononce pas, là encore une fois, une énormité. Et donc, dans cette perspective, je vous avais donné quelques exemples. Je me souviens avoir parlé de Amirani, le héros géorgien, dont la traduction est Mehel en arménien, le héros enfermé dans la roche, et de voir comment tout ça se raccordait également au mythe prométhéen grec. J'espère que là encore, je ne fais pas erreur. Donc j'avais bien lu pour vous, à l'époque, certains de ces articles, parce que c'était une manière assez commode de vous montrer à quel point le Caucase est exotique d'un côté, et de l'autre côté, totalement familier, parce que raccordé à ce fond de culture hellénique commun aux Européens. Et donc, si j'ai bien compris, c'est ce qui constitue une partie du fil de l'œuvre de Jean-Pierre Mahé, qui est une œuvre absolument monumentale désormais, que je ne vais évidemment pas raconter par le menu. Il suffit pour ça que vous consultiez sa bibliographie à partir d'Internet. Mais si j'ai eu besoin de l'inviter cette fois-ci, c'est d'abord parce que je tenais à reprendre cette espèce de petite tradition que j'avais dans le cadre de ce cours. Ça nous coupe de nos affaires de République indépendante. Mais c'est aussi parce que Jean-Pierre Mahé vient de publier un ouvrage absolument monumental. Enfin, un recueil. Bon, enfin bref. En tout cas, j'ai assisté un peu de loin, mais à la fabrication de l'édition anglaise de 2 volumes, alors qu'ils sont tellement volumineux, ils sont là. Ah voilà, on peut les faire passer ou pas? C'est-à-dire que... Tu vas en avoir besoin. Bon, alors je les montre. Donc 2 volumes monumentaux qui pèsent un certain poids, qui sont donc un recueil monumental d'articles et d'études, et regroupées et traduites en anglais. Bon, mais en fait, il y a une version française également. Il y a une version française, mais puisqu'il fallait rédiger en anglais et que certains articles avaient 30 ans peut-être d'existence,
ça valait quand même la peine de les mettre un peu à jour. Et donc, publié sous le titre At the Foot of the Great Caucasus, donc au pied du Grand Caucase, et donc en 2 volumes regroupant donc des études. La première s'intitule God's Humans and Stones, donc des dieux, les humains, enfin les populations et les pierres. Alors, sous-entendu, toutes les pierres possibles et imaginables, pierres gravées, pierres sacrées, etc. Et le second volume s'appelle Letters, Sciences, History, donc des lettres, sciences et histoire. Et donc ça, c'est une nouveauté. Et c'est désormais, si vous voulez, dans sa version française, mais surtout dans sa version anglaise, vous voyez, avec très joliment édité, donc 2024, c'est vraiment le tout, enfin l'ouvrage dernier né, mais qui est en fait la somme du travail de Jean-Pierre Mahé tout au long de sa carrière. Donc je rappelle qu'il est membre de l'Institut, mais qu'il a été aussi professeur à l'INALCO. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il y a un certain temps. Donc voilà, si vous voulez, une manière de présenter le professeur Mahé, qui nous fait donc un grand honneur qui nous fait un grand honneur tout simplement d'être présent aujourd'hui. Alors si j'ai bien compris, s'il n'a pas changé d'avis, parce qu'avec une telle masse, avec une publication aussi énorme et des thèmes aussi différents, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses différentes qui sont traitées dans cet ouvrage. S'il n'a pas changé d'avis aujourd'hui, il va nous parler du mythe, enfin alors, de Médée, Médée, la Colchide, Médée et la Colchide, et la mer inhospitalière. Et on très bien. Alors, donc volontairement, je n'ai pas voulu élucider le titre de la conférence qu'il a annoncé. D'ailleurs, de même, je n'ai même pas voulu vous l'annoncer. Donc, Médée, la Colchide et la mer inhospitalière. Et la mer, excusez-moi, inhospitalière. C'est la mer, c'est l'eau. Hein. Oui. Alors, justement, mais enfin, il y a un jeu de mots aussi. On verra, il y a une grosse erreur, une grosse faute de traduction des Grecs qui se sont trompés sur le mot persan. Et je vais vous expliquer. Très bien, va nous expliquer. Comment la grammaire a inventé la mer, enfin, comment une faute de grammaire a inventé la mer Noire. Parfait. Et le plus de ça. Alors, donc, voilà, alors, rafraîchissez vos mémoires. En tout cas, moi, la mienne, j'étais ravie de ce sujet parce que la mienne était toute rafraîchie. Il se trouve que ma fille Malia m'avait m'aider au programme de français. Donc moi, j'ai lu Médée de Corneille et Médée de Hanouilh, il se trouve, il y a quelques mois. C'est évidemment pas cette partie de Médée, enfin de l'histoire de Médée dont vous, quand même, vous devez savoir, et si vous ne le savez pas, je le rappelle en 2 mots parce que j'ai peur qu'ils ne le sachent pas, que Médée est cette femme semi-sorcière. Attention à ce que vous allez raconter. Hein. Bon. Alors, je dis simplement, Médée est celle qui par elle a amour, très mauvaise réputation. Elle a très mauvaise réputation. Mais une réputation imméritée. Ah, alors, en tout cas, tel qu'on le raconte dans Corneille, la sorcière magicienne, amoureuse éperdument de Jason, et qui, abandonnée par Jason, va finir par tuer ses propres enfants. Donc c'est dur. Alors, elle n'est ni sorcière, ni amoureuse. Bon, okay. En tout cas, c'est ce qu'on raconte dans les cours de français de seconde. Donc c'est peut-être, j'imagine que c'est leur savoir minimal. Enfin, vous avez dû entendre parler de Médée, au moins joué par Isabelle Huppert, bien joué, oui, mal joué, je sais pas. Enfin, le personnage, en tout cas supposément monstrueux, de cette femme qui, supposément par amour, tue ses propres enfants. Mais ce qui est très obscur dans l'histoire de Médée, c'est ce qui se passe avant. En tout cas, ce qui était obscur à mes yeux, parce qu'en fait, je ne comprenais pas, dans la pièce de Corneille, elle fait référence à tout ce qu'elle a fait pour Jason et avec Jason avant d'en arriver au drame exposé. Et ce qu'elle a fait avant, eh bien, c'est toute cette histoire qui se déroule en Colchide. C'est l'expédition des Argonautes, c'est comment Médée et Jason sont partis à la conquête de la trésor. Je raconte encore peut-être des bêtises. Et où la dite Médée, alors je raconte peut-être encore une autre bêtise, va débuter sa carrière de meurtrière, puisque pour sauver Jason, elle va découper son propre fer en morceaux et balancer les morceaux dans la mer Noire. Ça, c'est vrai. Je n'en dis pas plus. Ça, c'est donc, vrai, en fait, vraiment pourquoi je vous raconte ça, même s'il y a probablement plein de fautes? Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on est complètement dans le problème que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire comment
une histoire caucasienne qui se passe en Colchide, c'est-à-dire en Géorgie, se raccorde à l'histoire de Médée telle que les Grecs la racontent. Donc là, on est en plein dans les problèmes de Jean-Pierre Mahé. Et dans sa zone d'expertise, il a dit que j'avais raconté plein de bêtises, c'est probablement vrai. Donc maintenant, je donne la parole. Non, vous êtes faites l'écho d'accusations calomnieuses. Bien sûr, mais officielles. Alors voilà, la parole est à Jean-Pierre Mahé pour nous parler de cette ténébreuse affaire. Alors attendez, il faut que je récupère mes papiers, mais je commence par dire que, effectivement, j'ai été toujours frappé par le fait que les historiens, les linguistes, les érudits en général, sont portés à tout expliquer autour de l'Arménie, ah oui. Sauf le Nord. Hein. Ils parlent de l'Arménie et des Grecs, c'est l'Ouest, de l'Arménie et des Parthes ou des Perses, c'est l'Est, de l'Arménie et du Sud, hein, c'est les Syriens, les Araméens, des gens de ce genre-là. Mais l'identité caucasienne de l'Arménie est rarement abordée, peut-être parce que c'est une tradition depuis très longtemps, et il y a des relations exécrables entre l'Arménie et la Géorgie, hein, d'une façon... Bon. Et pourtant, c'est extrêmement intéressant de voir comment les voisins se dépeignent eux-mêmes, réciproquement. Les Arméniens ont beaucoup de griefs contre les Géorgiens, et les Géorgiens également. Et c'est donc toujours intéressant de voir les mêmes événements des deux côtés. Bien, pour cette raison, j'ai passé une partie de ma carrière à enseigner à la fois l'arménien ancien et le géorgien ancien à l'Institut catholique de Paris. Et puis, il se trouve que mon meilleur ami géorgien, qui n'est plus de ce monde, qui était le professeur Zaza Alexidzé, a découvert à proprement parler les manuscrits d'albanien du Caucase, c'est-à-dire la langue qui était parlée dans l'Antiquité, non pas en Azerbaïdjan tout entier, parce que les Azéris mentent, les Azerbaïdjanais mentent absolument en disant qu'elle était parlée en Artsakh, par exemple, mais elle était parlée justement au nord, vous voyez, c'est-à-dire au nord de la Koura. Et tout ce qui concerne l'Outik, tout ce qui concerne l'Artsakh, vous voyez, ça c'était arménien, c'était pas du tout albanien. Et donc en 2008, entre 2008 et 2010, l'équipe de Zaza Alexidzé, dont je faisais partie, mais c'était surtout des Allemands qui nous ont aidés, a publié l'explication complète et la grammaire complète de la langue albanienne. Et donc ça reste quelque chose de très important. Alors une des premières fois que je suis allé en Géorgie pour un séjour d'études, on m'a logé la première nuit dans un très grand hôtel de Tbilissi, façade sur l'avenue principale Roustavéli, et une cour. Et de l'autre côté de la cour, il y avait des immeubles d'habitation. Et donc, je me suis réveillé le lendemain en entendant vers 7h30, 8h du matin, des mamans qui appelaient les enfants pour les envoyer à l'école. Alors, les prénoms étaient tout à fait normaux, j'allais dire, c'est-à-dire les petites filles s'appelaient Nino, les petits garçons s'appelaient Georgi, tout était dans l'ordre, et puis tout à coup j'entends une voix qui disait « Oreste !» Oreste. Médéa. Alors, je dis, Oreste, ça va encore. C'est un homme qui, grâce à sa sœur Iphigénie, a échappé à une mort épouvantable. Mais Médéa, quand même, une criminelle, bon. Et je rentre en Arménie, je rentre en France, et le hasard a voulu que je voie une étudiante géorgienne qui voulait préparer un doctorat. Alors je lui dis, il y a quelque chose dont je dois vous parler, c'est que je trouve quand même un peu choquant qu'on appelle des petites filles Médéa, encore dans votre pays. Je me dis, choquant, mais à quel point de vue? Médée est l'exemple même de la femme géorgienne. J'ai dit, ah bon? Infanticide, meurtrière, etc. Naturellement, vous croyez toutes les calomnies d'Euripide. Et alors, je suis allé consulter le dictionnaire de mythologie grecque et latine de Pierre Grimald, qui était la Bible en ces matières,
Et j'ai vu que c'est vrai. C'est-à-dire que l'auteur du personnage de Médée, c'est Euripide. Oui. C'est Euripide, c'est-à-dire il y a peut-être une vingtaine d'auteurs grecs, depuis Homère, depuis Hésiode, qui ont parlé de Médée, mais celui qui a inventé cette espèce de folle amoureuse et meurtrière, c'est Euripide et nul autre, si vous voulez. Et en réalité, le problème est d'un côté de comprendre la légende, de savoir quelle était sa forme la plus ancienne et ce qu'elle était avant d'être transformée par Euripide, et en même temps de voir quelle est sa signification historique, qu'est-ce qu'il peut y avoir de vrai et d'instructif pour la connaissance du Caucase. Bien, la légende de Médée, ou l'épopée de Médée, elle reflète la phase la plus ancienne de l'exploration grecque de la mer Noire et de la colonisation du littoral de Colchide. Donc, vous savez que la mer Noire, avant de s'appeler Pont Euxin, c'est-à-dire mer hospitalière, Euxeinos, s'appelait Axeinos. Elle s'appelait Pontos Axeinos. Axeinos, ça veut dire xénophobe, qui refuse les étrangers. Et vous savez que Euripide, fidèle à son habitude de discréditer toutes les femmes qui réfléchissent et qui ont un caractère un peu affirmé, il transforme. Il y a deux pièces. Il y a Iphigénie à Aulis, qui raconte l'histoire de cette malheureuse Iphigénie qui est tout à fait touchante et qui est immolée par son père, et puis, ou pour les ambitions de son père, et puis Iphigénie en Tauris, et là, en Tauris, tout le monde croit que, vous voyez, c'est l'année d'après qu'il fait ça, c'est-à-dire tous les spectateurs qui ont vu la première pièce croient qu'Iphigénie est morte depuis longtemps et qu'on ne la retrouvera plus. Eh bien si, on la retrouve, et on la retrouve en Crimée, à Tauris, en Crimée. Et là, elle est devenue coupeuse de tête, à vrai dire. Elle est elle est la prêtresse d'un sanctuaire à une déesse, qui déteste les hommes et qui ordonne la décapitation de tous ceux qui violent la portée des côtes de Crimée. Et ma foi, c'est une solution, j'allais dire un peu archaïque, mais du problème de Lampedusa. Enfin, dès que les gens arrivent en Crimée, comme on ne veut pas qu'ils s'installent, on leur coupe la tête et l'affaire est réglée. Et on espère que ça dissuadera les autres. Et pour en être sûr, on coupe les têtes et on les pend à la façade du sanctuaire. Comme ça, les marins qui voudraient débarquer voient ce qui les attend, de cette façon-là. Alors, on a appelé, pour cette raison, le pont Axin. Au lieu qu'il soit Euxin, il a été Axeinos. Alors, il a fallu attendre les recherches de linguistique comparée pour s'apercevoir de l'erreur. C'est qu'il existe dans les langues iraniennes un mot, Ashraina, qui ressemble exactement au prénom Ashren en arménien, et qui s'applique à la mer Noire, justement. Et c'est un nom de couleur, bien entendu, ça veut dire la mer bleu sombre. Ashdalia. Non, Ashraina. Ah, oui. Ashren. Ah, oui. Ah, oui. Alors, vous voyez quel rapport il peut y avoir entre la mer sombre, la mer noire, et une jeune dame arménienne qui s'appelle Ashren. Ça veut dire, Ashren, ça veut dire que c'est le contraire d'une Suédoise. C'est une femme qui a la peau mate, qui a les cheveux très noirs. Et le même adjectif pouvait s'employer pour les chevaux alezans. Les chevaux alezans, ils ont la robe
couleur marron clair, en quelque sorte, et ils ont une crinière très noire. Hein, voyez. Et donc, les Grecs, ils ont entendu Axeina, Ashraina, ils ont pensé, ah, elle n'aime pas les étrangers. Et ils l'ont appliqué à la mer d'une façon d'autant plus évidente à leur avis que, effectivement, entrer en mer Noire en passant les détroits était très difficile. Parce que il y avait les, comment dire, il y avait les rochers qu'on appelait soit les roches bleues, soit les symplegades, c'est-à-dire les entrechoquants, voyez, qui bloquaient les navires, hein, ou plutôt qui précipitaient les navires contre les récifs. Et ça a duré, ça, depuis les temps anciens, jusqu'au 8e siècle avant notre ère. Au 8e siècle avant notre ère, les Grecs ont inventé la pentécontor. Pentécontor, ça veut dire la trière à 50 rameurs. Quand on avait 50 rameurs, on avait la force de poussée suffisante pour passer à toute vitesse à travers les rochers. Et donc la mer Noire est devenue, à ce moment-là, hospitalière. C'est-à-dire qu'elle a cessé d'être un obstacle pour les autres, elle est devenue hospitalière. Et alors, les Grecs en ont profité très largement. Alors, à vrai dire, vous savez bien que le mot qui désigne le grec en arménien, par exemple, huin, n'est-ce pas? Le mot huin vient de ionien. Hein, il vient de ionien. Autrement dit, les Grecs dont il est question en arménien, ce sont des Grecs qui habitent la côte d'Asie mineure. Et le plus ancien, comment dire, la plus ancienne installation grecque sur la côte d'Asie mineure, c'est Milet. Hein. Et les gens de Milet ont donc, à partir, enfin, ils ont donc au début circulé en mer Noire, si vous voulez, à l'aide de la pentécontor, et à partir du VIe siècle, ils ont fondé des comptoirs en mer Noire, que vous voyez ici sur la carte, que vous voyez, Pitouis c'est Pichwinda, Dioscorias c'est Souchoumi, Fassis c'est Poti, Absaros c'est intéressant pour le frère de Médée, et puis donc Batoumi, etc. etc. Bon. Alors, ces comptoirs commerciaux, si vous voulez, pourraient devenir des activités rentables. Pourquoi? Parce que décidément, ce n'est pas de ma faute, hein, mais il y a des rapports avec l'actualité. Hein. C'est-à-dire que la mer Noire, la Colchide, c'est le pays des métaux, des minerais, des métaux, c'est-à-dire du fer, mais aussi beaucoup d'or. Donc, il y a intérêt à s'installer sur le bord de la mer Noire et puis à essayer de piquer ce qui est à l'intérieur. Hein. Mais évidemment, les gens, les Colches, ils ne veulent pas d'avoir des étrangers qui s'installent chez eux, qui exploitent leurs richesses, qui les colonisent, etc. Et donc, justement, ils ont décidé une politique d'interdiction absolue qui ressemble à ce que raconte Euripide à propos de la Crimée. Voilà. Et c'est comme ça, en général, dans toute la mer Noire. Alors, le voyage de la mer Noire, disons, du 8e au 6e siècle avant notre ère, c'est quelque chose qui est angoissant, si vous voulez. Parce que vous avez un poème qui est assez tardif, qui a été fait à Alexandrie, hein, par Apollonius de Rhodes, hein, un poète, on peut le trouver très facilement, hein, Apollonius, les Argonautiques, qui raconte l'histoire de Jason et de Médée. Hein. Et ils nous ont décrit l'anxiété, hein, quand on remonte, si vous voulez, on passe les détroits, puis on remonte par la côte de l'Asie mineure et on arrive finalement dans ce pays-là. Il se passe des choses épouvantables, intermédiaires entre le cauchemar et la réalité. Alors, je vais d'abord vous raconter le conte pour enfants. Hein.
donc il y a d'abord un conte pour enfants, après il y a une épopée, et après il y a un drame familial. Hein. Bon, alors il était une fois un jeune prince qui s'appelait Phrixos. C'est quand même un nom un peu étrange parce que ça veut dire effroyable. Phrixos, c'est effroi. Et sa petite sœur s'appelait Hélé. Hein. Leur père, Athanas, devenu veuf, Athamas, excusez-moi, devenu veuf, se remarie et naturellement, la nouvelle épouse chasse les enfants de la maison. Donc, ils sont perdus dans la forêt et leur défunte mère, Néphélé, leur apparaît. Elle leur montre un bélier en or, à toison d'or, et elle leur ordonne de monter sur le dos du bélier et de fuir au-delà des mers, bien loin de la Grèce, pour rejoindre Aïétès, le fils du soleil, qui règne sur la Colchide, l'actuelle Géorgie occidentale. Et la mère recommande, une fois que vous aurez atterri en Colchide, vous immolez le bélier et vous l'offrez à Arès, hein, probablement pour se faire pardonner cette intrusion, si vous voulez, dangereuse dans un pays inhospitalier. Et malheureusement, vous savez, au cours de route, la petite Hélé tombe dans la mer qui devient l'Hellespont, c'est-à-dire les Dardanelles, et puis Phrixos atteint seul la Colchide. Il sacrifie le bélier, il suspend la toison d'or dans le temple d'Arès, et à cause de cette peau en or du bélier, le roi lui pardonne, et il épouse Chalciopée, la fille du roi Aïétès. Moi, je trouve que Chalciopée a un drôle de nom. Elle s'appelle Visage d'airain. C'est pas bon signe. De quelle gifle doit-elle se protéger, hein? Pendant ce temps-là, en Grèce, dans la ville d'Iolkos, en Thessalie, eh bien, la mesquinerie de famille suit son cours ordinaire. Alors, c'est une histoire de succession à la tête de la ville de Iolkos. Le tyran de la ville, Pélias, a pris le trône qui appartenait à son frère Aéson, qui était le père de Jason. Et il a dit, mais parce que Jason est trop petit. Mais une fois que Jason sera grand, bien sûr, je le rétablirai sur le pouvoir. Pour l'instant, je suis régent, simplement, n'est-ce pas? Et malgré tout, plus l'échéance approche, et plus Pélias devient soupçonneux. Il se dit, ce garçon, mauvais genre, il va persécuter mes filles. Bon, le mieux, ça serait de lui faire prendre l'air un certain temps, enfin, peut-être de façon définitive, n'est-ce pas? Et il a tout à fait raison, parce que c'est un garçon très vif, vous voyez, il a été élevé par un centaure. Donc, très vif et très fort, donc il faut mieux se méfier de lui. Et donc, il le met au défi de partir pour la Colchide et de conquérir la toison d'or. Et Jason recrute les plus fameux compagnons de toute la Grèce. C'est-à-dire que si vous prenez les différentes listes, il y en a autant qu'il y a de poètes qui ont parlé de cette affaire, vous allez trouver, il nous en faut 50 hein, sur chaque liste, hein, vous allez trouver tout ce qu'il y avait de plus remarquable en Grèce. Et à côté des athlètes, il y avait même le poète Orphée qui était là, parce qu'il fallait qu'il chante pour rythmer le mouvement des rameurs. Et il y avait même Héraclès qui était là, parce que on pensait qu'il était très fort. Mais il était tellement fort qu'il cassait tout à bord. Et finalement, il n'a servi qu'à une seule chose, c'est à tuer l'aigle de Prométhée. Hein. Là, il a réussi à tuer l'aigle de Prométhée, donc c'est pas mal. Hein. Alors, en cours de route, il surmonte des périls redoutables. Quand ils arrivent au Symplegade, aux Roches Bleues, n'est-ce pas, les détroits, ils envoient prudemment une colombe pour tenter le passage, hein, pour voir ça, si c'est l'expédition des Argonautes. Oui. L'oiseau franchit le détroit de justesse, laissant quelques plumes sur les récifs. Et dès que l'oiseau s'est éloigné, la nef Argo, Argo ça veut dire vive comme le vent, vous voyez, la nef Argo, vive comme le vent,
s'engouffre d'un trait et les rochers se referment derrière elle. Donc l'obstacle a été passé. Alors, je veux résumer un peu le cauchemar hein, pour arriver jusqu'en Colchide. On passe d'abord par le pays des Calibes. Ceux-là, c'est des sidérurgistes. Alors, inutile de vous dire qu'ils vivent dans la fumée des forges et qu'ils ne perçoivent jamais la lumière du soleil. Après, ils vont chez les Tibarènes. Alors, dans ce pays, tous les hommes, je veux dire masculins, sont fous. C'est-à-dire que c'est eux qui ont mal quand leur femme accouche. Après, vous allez chez les Mosinèques. Ils habitent des huttes en forme de montagne, les Mosines. Et là, alors c'est encore pire que chez les autres, c'est-à-dire que les lois de la décence sont entièrement inversées. Ils font publiquement tout ce qui se cache et secrètement tout ce qu'on ne doit pas exposer sans blâme. Alors, ils ont un roi qui rend la justice, mais si le roi se trompe, il le prive de déjeuner. Hein. Et enfin, ils parviennent en Colchide. Et là, c'est le pays de la Toison d'Or, irrigué par les eaux du Fas, vous voyez Fassis, n'est-ce pas? Le fleuve qui s'appelle Rioni aujourd'hui, hein, Rioni, Poti, hein, le nom de la ville, Fassis, Rioni, et c'est le pays de l'Ornis Fascianos, c'est-à-dire le pays du faisan. Ornis Fascianos. Et ils arrivent à une ville dont le nom est ici marqué Aïa, la ville du roi Aïétès, dont le nom est ici incomplet. Hein, parce que le vrai nom de la ville, c'est Aïa, Citaea, C-Y-A-E-A. Alors maintenant, essayons de déchiffrer ce nom. Aïa, c'est un synonyme du grec Gaïa. Ça veut dire la terre citéenne, si vous voulez. Et citéenne, pas de H. Kitaea. Kitaea. Et A. Il manque encore un. Ouais, je fais l'impair. Kitaea. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire la terre citéenne, si vous voulez, mais citéenne et A. La terre citéenne, ça veut dire, vous voyez, ça veut dire la terre des pierres, en réalité. Parce que en géorgien, une pierre, c'est kva. Kvata, ça veut dire des pierres, avec le génitif pluriel. Donc elle s'appelle Kvata. Et Kuta ici, aujourd'hui, porte le nom, donc Aïa Kitaea, qui est devenue Kuta ici, aujourd'hui, qui est la capitale de l'Iméréthie. Hein. Alors là, il y a le palais du roi Aïétès. Alors vous voyez que le roi Aïétès, ce n'est pas un vrai nom. Non. Le roi Aïétès, ce n'est pas un vrai nom. Ça veut dire le gars du pays. Le gars de Aïa. Non, de Aïa, oui. Mais Aïa, ça veut dire le pays, la terre. Ah, d'accord. Donc Aïétès, c'est le gars du pays. Bon, le Aïaïet, etc., qui règne là. Alors, il a un palais. Alors, d'abord, il faut savoir qu'il a une généalogie qui n'est pas courante. Hein. Il est fils d'Hélios, le soleil. Il est de force titanesque, il a une voix de tonnerre. La cour de son palais est tapissée de vignes et elle s'ouvre sur un portique monumental. Il y a des sources intarissables, il y en a 4 à l'intérieur, l'une de lait, l'autre de vin, l'autre d'essence de rose, la dernière d'une eau miraculeuse, climatisée selon les saisons. Vous voyez, voilà quelque chose de bien. Alors, Jason explique à Aïétès le but de son voyage. Il lui dit, écoutez, vous savez, il y a des gens au nord du Caucase qu'on appelle les Scythes. Des gens pas intéressants. Hein. Ils ont les yeux bleus, ils ont des cheveux blonds, mais ils sont très méchants. Alors, nous allons vous aider à vous débarrasser de cette engeance détestable, et en échange, nous vous demanderons presque rien, nous vous demanderons uniquement la Toison d'Or. Aïétès avale sa colère et il dit donnez-moi d'abord quelques preuves de votre force. Par exemple, est-ce que vous êtes capable de labourer un champ avec cette paire de bœufs? Avec cette quoi? Paire de bœufs. Ah, cette paire de bœufs. Cet attelage de bœufs. Alors en réalité, c'est des bœufs
qui ont des naseaux en cuivre. C'est exprès qu'ils ont des naseaux en cuivre, parce que ils reniflent des flammes. Donc, s'ils avaient... Bon, alors, naturellement, Jason ne le sait pas, il accepte l'épreuve, mais Médée, et je ne dis pas parce qu'elle est amoureuse, ça le poète dit parce qu'elle est amoureuse. Après, on verra quels sont ses motifs. Elle a des motifs qu'elle cache, en réalité. Médée lui prépare un baume magique qui l'immunise d'avance contre les brûlures des bœufs. Alors, le grec trace son sillon, et Aïétès est obligé... non, Aïétès tente une dernière expérience, il fait semer des dents de dragon. Et à ce moment-là, on entend parler des dents de dragon aujourd'hui, hein, mais surgissent du sol des guerriers cuirassés, hein, qui se jettent sur l'homme. Alors, je ne vous raconte pas les conseils que donne Médée pour se débarrasser de ces guerriers. Médée enfin, l'histoire de Longan, déjà, je comprends mieux, oui. parce que moi, j'avais rien compris. Là. Bon. Alors, à bout d'expédient, Aïétès est obligé de tenir parole et de dire dans quel lieu se trouve la toison d'or, le sanctuaire d'Arès où est suspendue la toison d'or, sous la garde d'un dragon absolument épouvantable. Hein, Médée lui indique comment faire pour endormir le dragon et pour venir tranquillement prendre tout cela. Et donc Jason trouve le monstre endormi, il détache la toison, il s'enfuit secrètement avec ses compagnons en emmenant Médée. Aïétès n'avait pas la moindre intention de laisser partir à l'étranger ce trésor national, pensez bien. Et c'est là que va se produire le drame auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. C'est-à-dire, il envoie, vous voyez, ça, Absaros, vous voyez, il envoie son fils Absyrtos, c'est un îlot dans la mer Noire, à la poursuite des fugitifs. Et pour tendre une embuscade à la nef, à l'entrée du Bosphore. Mais l'embuscade échoue et Jason tue son adversaire. Donc les Argonautes peuvent rentrer en Grèce non sans peine. Il le tue simplement, si je puis dire, c'est un ennemi, il le tue. Bon. Elle ne le découpe pas en mais morceaux. si, je vais dire, dans une autre version du conte, il le découpe en morceaux et il jette les morceaux les uns après les autres pour que la flotte envoyée par le roi Aïétès perde du temps. Et après, ils sont de l'autre côté des détroits. Alors, au retour à Iolcos, l'heure de la vengeance a sonné. Hein. C'est-à-dire que Jason, qui était parti de bon cœur, etc., comprend que son oncle Pélias est un criminel, et il voudrait s'en débarrasser. Mais cette fois-ci, Médée, une fois de plus, l'invite à la prudence et invente un stratagème formidable. Ce stratagème, c'est un bain de jouvence. C'est-à-dire qu'elle va voir les filles de Pélias, elle dit, vous ne trouvez pas que votre père vieillit un petit peu en ce moment, etc. Bon. Alors, elle dit, oui, mais qu'y peut-on faire? Alors, elle dit, regardez, elle prend un vieux bélier, elle le coupe en petits morceaux, elle le trempe dans une marmite, et elle en ressort un petit agneau tout frais. Ah. Elle dit, voilà exactement le traitement qu'il faut appliquer à votre père. Alors, les filles... Elle est quand même magicienne. Ah, non, elle connaît les vertus des plantes, elle est pharmacienne, je dirais. Elle est pharmacienne, elle n'est pas magicienne. Bon, alors, les filles sont absolument éblouies, et il leur dit, écoutez, n'importe qui peut faire ça, il suffit d'avoir les plantes, etc. Donc, elles découpent elles-mêmes leur père, et comme me disait mon professeur de première, elles retirent de la marmite du vieux pot-au-feu. Parce qu'elles racontent comme ça. Alors, naturellement, Jason et Médée sont poursuivis par Acaste, le fils de Pélias, à la suite de ce crime, et ils s'en vont à Corinthe, parce qu'ils ont de la famille à Corinthe. Mais à Corinthe, à cette époque, c'était le roi Créon
qui a entendu parler des exploits extraordinaires de Jason et qui voudrait que sa fille, Créuse, épouse Jason. Elle aurait un mari prestigieux de cette façon. Et bien tant pis pour la marier. Parce que Médée, alors ça c'est peut-être un peu dangereux, ça part. Elle demande à ses enfants de livrer à la mariée des cadeaux de mariage. Et c'est des robes de mariée qui ont des vertus non seulement, je dirais, inflammatoires, mais surtout incendiaires. C'est-à-dire, dès qu'on les met sur son dos, eh bien, non seulement on a des démangeaisons épouvantables, mais après, tout prend feu. Hein. Alors donc, ça, c'est la partie de la pièce de Corneille, et plus ou moins ça. Non. Il est question d'une robe, mais pas... oui, j'avais pas voilà. compris. Et que c'était ça. Donc, naturellement, Médée sait parfaitement ce qui va se passer. Donc, avant que la maison n'ait pris feu et que Créuse ne soit morte, elle dit à Jason, mon grand-père Hélios m'a offert un char ailé, donc qui vole dans le ciel, avec des chevaux ailés. Montons dans ce char et filons le plus vite possible comment dire, sur le mont Athos. Hein. Et là, enfin, elle épouse Égée, mais elle le quitte bientôt pour revenir à Jason, à qui elle donne encore beaucoup d'enfants. Et finalement, lassée des infidélités de Jason, elle fait ce que raconte Euripide et ce que tout le monde croit. Alors vous imaginez les titres, drame en Thessalie, Épide contre les massacres ses enfants, etc. Bon, tout ça, c'est une invention... des journalistes. Une invention d'Euripide. Hein, une invention d'Euripide. C'est un spécialiste du recyclage calomnieux des héroïnes célèbres, n'est-ce pas? Et en réalité, dès qu'on prend le dictionnaire de Grimal, de mythologie grecque et latine, on voit que ce que raconte Euripide ne résiste pas à l'examen des variantes anciennes de la légende. D'abord, les enfants de Médée qui avaient porté la robe de mariée, eh ben, ils n'étaient pas dans le char de la suite parce qu'ils avaient déjà été lapidés par les Corinthiens. Donc c'est pas Médée qui a tué ses enfants, ils avaient déjà été lapidés par les Corinthiens. Essayons de comprendre un petit peu la vraie personnalité de Médée. Si vous voulez, Médéia, c'est pas un nom propre. Vous me direz, il y a des femmes qui s'appellent Constance, Prudence, etc. Hein, c'est possible, n'est-ce pas? Mais ça veut dire réflexion. Hein, ça veut dire réflexion, Médéia. Ça veut dire une pensée très réfléchie, c'est son nom. Hein. Et ça vient de médomaille, qui veut dire méditer, inventer, prendre soin. Par conséquent, la magie qu'on reproche à Médée, comme si c'était une science perverse, est avant tout un exercice de l'intelligence, un remède, un pharmacone, destiné à repousser les atteintes du mal. Et dans les versions anciennes de la légende, Médée n'est pas amoureux. C'est pas une amoureuse compulsive, hein, qui va commettre des crimes passionnels. C'est au contraire une vierge sage. Et elle a une famille épouvantable, cette pauvre fille. Elle voudrait... bon, mais elle a un père qui est criminel. Elle a une mère, des mères et des tantes qui sont toutes des empoisonneuses et des magiciennes. Et donc, elle est révoltée contre ses parents. Et elle estime que son père l'exploite en la chargeant d'une mission criminelle. En effet, c'est elle qui va jouer en Colchide le rôle que tout à l'heure nous avons vu attribuer à Iphigénie. C'est elle qui est dans le temple d'Analyde et qui va donc, comment elle s'appelle, enfin, d'Artémis, hein, et qui va être chargée de bénir pour le sacrifice, si je puis dire, ou de consacrer pour le sacrifice tous les prisonniers qui ont débarqué et qui sont aussitôt exécutés. Alors, le père, il se dit, elle est très bien, parce que alors là,
elle ne fera pas de bêtises, hein, parce qu'elle sait très bien ce qu'elle fait, elle est très obéissante, elle est parfaite, etc. Et elle dit, mais je ne veux pas faire ce travail. Et son père la jette en prison. Mais il n'y a pas de verrou qui résiste, si je puis dire, à une personne aussi intelligente que Médée. Et elle se libère, elle sort à côté du temple, la prison était à côté du temple, et là elle voit un bateau qui arrive, c'est le bateau de Médée, avec ses... de Jason plutôt, avec ses 50 rameurs, qui sont manifestement des adeptes du bodybuilding, si je puis dire, hein. Et ils accostent, ils mettent pied à terre. Alors, au lieu de se jeter à la tête de ce bel inconnu, Médée examine très attentivement le potentiel, si je puis dire, athlétique de cet équipage. Elle se dit que, avec ses 50 gaillards, elle va pouvoir se soustraire aux violences de son père, avec l'aide de ses 50 gaillards. Et, alors ça, non, c'est vrai. Ah, c'est ce que racontent les auteurs grecs. Ah, très bien. Ah, ouais. Les auteurs grecs antérieurs à Euripide. Et elle leur fait un pacte donnant. Je vous protège des ruses et des maléfices du roi, et je vous ramène sain et sauf au rivage. Et en échange, vous me prenez à bord, et surtout vous m'enlevez très loin d'ici, jusqu'en Grèce. Hein. Alors, comme vous le voyez, cet accord stratégique n'a rien d'un coup de foudre. Hein. Et je veux dire que Jason, on est plutôt fâché, hein, parce que lui, il a l'habitude des grands succès immédiats, et il implore sa protectrice Héra d'attendrir le cœur de Médée. Hein. Je fais une simple remarque. Pourquoi Héra est-elle la protectrice de Jason? Parce que Héra est la protectrice des héros. Les héros, c'est les petits serviteurs d'Héra. Vous voyez? Donc Jason et ses compagnons sont des personnages héroïques, et donc ils sont protégés par Héra. Alors, si, essayons, moi je suis l'avocat de anti-Euripide, hein, oui, on a compris. et si, et je vous pose la question, à vous, messieurs les jurés, si Médée avait brûlé des feux de la passion, eh bien, Médée et Jason auraient immédiatement consommé leur union. Or, on sait, on a la preuve, hein, documentaire, que la fille d'Ayétès était encore vierge quand les fugitifs, entraînés sur le chemin du retour, dans un périple aussi difficile que celui d'Ulysse dans l'Odyssée, arrivent chez Alkinoos, le roi des Phéaciens. Alors, comment Alkinoos... Elle restait vierge avec les 50... Avec les 50 qui étaient futurs d'elle, et Jason, n'est-ce pas? Bon. Alors, après un périple de plusieurs mois, un périple de plusieurs mois. Alors, comment on le sait? Eh bien parce que le roi Ayétès, de loin, avait des relations diplomatiques avec Alkinoos. Et il lui a dit, j'ai appris que Jason et Médée sont chez toi, tu vas m'extrader Jason qui est coupable d'un crime capital, et tu me renvoies la fille pour qu'elle se marie en Colchide, à condition toutefois qu'elle soit mariable, c'est-à-dire vierge. Alkinoos se dit, qu'est-ce que je peux faire pour le savoir? Et il a une femme au-dessus de tout soupçon. La femme d'Alkinoos s'appelle Arrêtée, la vertu, elle s'appelle. Hein. Et donc, Arrêtée est chargée de vérifier ce point, et elle dit, elle est encore vierge. Donc, on sait, on a un certificat de virginité signé de l'épouse. Bon, voilà. Et donc, alors dans ce cas-là, alors, dit Ayétès, bon. Et Alkinoos se dit, bon, le meilleur moyen de mettre fin à cette affaire d'une façon humaine, c'est de leur dire de se marier, tout de suite. Hein. Et nous, on les ramènera en Hélade, grâce au savoir maritime bien connu des Phéaciens. Donc, vous voyez, le mariage de Médée et de Jason, ce n'est pas un mariage d'amour, c'est une précaution sécuritaire. Voilà.
Alors, vous voyez la perfidie d'Euripide. Il a érotisé le caractère de Médée. Hein. Il a transféré le destin d'Iphigénie, prêtresse sanguinaire, il l'a transféré, n'est-ce pas, sur Médée. Et il suppose en fait des choses qui sont totalement invraisemblables et qui ont nui gravement à la réputation de Médée, laquelle est innocente. Alors, maintenant, on va parler de choses sérieuses, parce que là, on n'a pas... Bon, pour les archéologues, il est 2 heures. Eh ben, on a jusqu'à la demi. Réellement. Hein. La demi, La mais demi, bon, d'accord. peut-être qu'on Alors, je vais va essayer de garder faire un peu de vite. temps pour des questions. On va aller un petit peu plus vite. C'est-à-dire que vous comprenez bien que pour les archéologues, la légende est tout à la fois un défi et une stimulation. Hein. De même, vous savez que jusqu'au XIXe siècle, on a vraiment cru que la guerre de Troie, Homère, etc., c'était entièrement légendaire, qu'il n'y avait pas de fond historique. Et vous savez bien que Schliemann a montré le contraire, et qu'on est aujourd'hui capable de dire combien de villes superposées il y a eu sur le site de Troie, et que telle variante, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, a été prise par les Achéens, à la fédération des villes d'Asie mineure, qui étaient probablement pas des Grecs. Hein. Les Troyens, ce n'étaient pas des Grecs, c'était des gens qui étaient apparentés aux Hittites, hein, très probablement. La légende d'Asie mineure. Voilà. Voilà. Alors, je ne vais pas vous raconter, parce qu'on n'a pas le temps, si vous voulez. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire des indices qu'on a trouvés dans les tablettes assyriennes ou bien dans les caractères cunéiformes sur la colchide. Hein. Donc, on a des mentions de la colchide, si vous voulez, au Xe siècle de notre ère. Qu'est-ce qui intéresse avant notre ère, je veux dire, Xe siècle avant notre ère, et peut-être même auparavant. Hein. On l'appelle Kulra, Trelkri, enfin il y a des noms qui nous semblent comme ça. Hein. Qu'est-ce qui intéresse les Assyriens qui vont jusque dans ces pays-là? C'est uniquement le sous-sol et les minerais. Hein. Donc c'est la guerre des minerais exactement Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Hein. C'est le sous-sol, les minerais qui les intéressent. Ils emportent ces minerais, ils font des métaux, ils apprennent à faire du fer, ils apprennent à faire toutes sortes de choses. Vous pourrez voir d'un autre point de vue, si vous lisez le livre d'Enoch, c'est les anges pervers qui apprennent aux hommes à fouiller la terre et à trouver les métaux, et qui leur apprennent, qui instruisent Tubal-Caïn à fabriquer des armes dangereuses. Hein. Ce royaume de Colchide, qui est très ancien, eh bien, on voit que il a été suivi, il y a la découverte, au fond c'est ça que je vous avais dit. Hein. Il y a l'histoire des comptoirs dont j'ai déjà parlé, mais contemporain des comptoirs, vous avez une ville, au départ, si vous voulez, Vanni, l'antique capitale de Kutaïsi, qui était la capitale, enfin, Skitaya, Kutaïsi, était entourée de métropoles régionales comparables à ce que les Grecs appelaient les sept troucailles. Sept troucailles, c'était là où il y avait un porteur de sceptre, qui était un gouverneur représentant l'autorité royale. Et donc, Vanni a été un de ces centres administratifs situés à quelques 50 km au sud-ouest de Kutaïsi. Donc, il est à peu près là, comme vous le voyez. Dans le bassin fluvial du Rioni, hein, Fassis, bon, mais à côté de Gorge, de son affluent de la rive gauche, qui est le Soulavi, hein, ça s'appelle ainsi. Hein. Alors, la ville était dominée à l'ouest par une colline triangulaire, qui était encadrée de part et d'autre de deux ravins abrupts.
Hein. Naturellement, c'était un site défensif naturel, puisqu'il y avait un peu comme Annie, n'est-ce pas, on avait un grand triangle, une grande plateforme triangulaire en haut, et puis on avait des pentes tout autour. Et ensuite, on avait on a relié, c'est-à-dire la partie qui était où il n'y avait pas de précipice, le troisième côté du triangle, a été cerné par des fossés artificiels. Puis on a aménagé des fortifications et des terrasses. Alors, cette partie ancienne de la ville de Vanni, c'est le promontoire avec toutes les défenses archaïques et tous les précipices, a été appelé Ubani, hein, c'est-à-dire les Géorgiens du XXe siècle, jusqu'à l'époque, disaient Ubani, c'est-à-dire le quartier. Hein. Et c'était, dans l'Antiquité, la résidence exclusive de l'aristocratie locale. Le reste de la population, au fond, avait, je vais dire des choses choquantes, mais n'avait pas besoin d'être protégés, hein, tant pis pour eux, s'il arrivait, etc. C'était les aristocrates qui étaient protégés sur leur colline. Alors, on a retrouvé, si vous voulez, la trace de très fortes murailles qui entouraient la ville au IIIe siècle. À l'extérieur de l'enceinte se dresse près de la porte la statue monumentale d'une déesse protectrice, dont le temple et l'autel se trouvent immédiatement à côté, abrités derrière le rempart. Et non loin de là, il y a un autre temple dont la forme quadrangulaire contraste avec le sanctuaire rond qui domine la ville. Alors, les images que vous pourriez trouver dans cet objet, si... Ah, dans le livre. Hein. Bah non, dans la brochure que j'ai passée. Ah oui, bah elle est là. Bah, elle est là-bas. Hein. Les images, c'est ce qu'on a trouvé dans les tombes. Alors, il se trouve il y a eu une chance, on peut dire une collaboration scientifique qui a été assez remarquable. C'est celle du professeur l'évêque de Besançon avec otage Lord Kipanidze. Et ils ont mené ensemble des fouilles sur le site d'Annie. Aujourd'hui, tous les objets de Vanni. Aujourd'hui, tous ces objets sont au musée des Beaux-Arts hein, de Tbilissi, accessibles. La fouille continue. Hein, les fouilles continuent parce que c'est vraiment une réserve absolument... bon. Donc, ce sont des... vous voyez, c'est des bracelets, des boucles d'oreilles en or, des diadèmes en or et en argent. Ils sont ornés par devant de plaques en forme de losange, avec des figures zoomorphes finement poussées. Bien, on peut supposer, si vous voulez, qu'il y a un rapport avec l'art des steppes, des Scythes, hein, les Scythes ont copié, en quelque sorte, les traditions des Koches. Alors, je vais dire deux mots de conclusion qui n'en est pas une, si je puis dire. Vous voyez, les fouilles entreprises à Vanni et dans le reste de la Colchide donnent à cette mémoire fabuleuse de Jason, de Médée, de la Toison d'Or, une dimension historique inattendue. Non seulement nous découvrons les réalités matérielles qui transparaissent derrière les descriptions poétiques d'Apollonius de Rhodes et de ses prédécesseurs jusqu'à Hésiode, mais nous entrevoyons une étape estompée par le temps de la diffusion de l'hellénisme dans la mer Noire, dans le Caucase et bien au-delà, en direction de la Perse et de l'Asie centrale. Les phénomènes d'hybridation culturelle qui en résultent nous paraissent comparables à ceux qui s'opérèrent 4 siècles plus tard, après les conquêtes d'Alexandre. L'empreinte laissée par les Grecs en Colchide fut si profonde qu'on en retrouve la trace encore jusqu'à nos jours. Sur le plan des arts et de la pensée, elle s'est incarnée en 2 figures aussi emblématiques de la pensée grecque que de la vigueur géorgienne, Prométhée et Médée. Hein. On a remarqué que le héros enchaîné sur la cime de l'Elbrouz est si puissamment ancré dans l'éthique et dans la réflexion hellénique qu'on a peine à reconnaître l'évidence, c'est-à-dire son origine caucasienne. Mais au moins,
à côté du surnom intellectuel de Prométhée, celui qui pense à l'avance, ça c'est les Grecs qui lui ont donné ce nom-là, celui qui pense à l'avance. Hein. Il a gardé son vrai nom géorgien, Amirani, incarnation du feu et de la vaillance. Au contraire, Médée n'a plus que son nom grec, c'est-à-dire la réfléchie, hein, l'intelligence. Nous ne savons pas comment on l'appelait en géorgien. Et d'une certaine façon, je dirais c'est presque un indice supérieur de réalité, parce que on a remarqué depuis très longtemps que dans les textes antiques, hein, en général, au Proche-Orient, on appelle les hommes par leur nom. Hein. On dit Pierre, enfin un tel, par le nom au vocatif. Les formes de vocatif masculin sont très fréquentes. Tandis qu'on dit femme, on ne dit pas, ou on dit ma sœur, ou bien ma mère. On n'emploie pas de nom propre pour parler aux femmes. Et les vocatifs des déesses sont même rares hein, dans les langues. C'est-à-dire même les déesses sont traitées comme des femmes humaines. C'est-à-dire on n'emploie pas c'est un point de vue masculin évidemment qui apparaît, mais c'est ça. Bien, Médée, au fond c'est normal, c'est une femme, elle n'a pas de nom. Hein, sauf sa qualité principale. Voilà ce que je voulais dire un petit peu là-dessus. Alors, je passe très très vite, si vous voulez, sur les volumes. Là, ça représente à peu près la moitié des articles que j'ai écrits, les 2 volumes. Les 2 volumes sont la moitié des articles que j'ai écrits. Et la première fois, le premier volume, il concerne la mythologie, la langue, la société, le droit, les sites archéologiques, et 4 sites archéologiques. Là, alors, sur la mythologie, je dirais que les dieux païens n'ont jamais cédé le terrain dans le Caucase. Il y a un texte qui est extrêmement émouvant, touchant, extraordinaire, qui est le testament du premier roi chrétien géorgien, qui s'appelle, je l'ai traduit, il s'est publié dans le corpus scriptorum, il s'appelle le roi Myriam. Il était zoroastrien, iranien, et il est devenu chrétien. Et il écrit à son fils pour lui dire, ne baisse jamais les armes contre les idoles dans le Caucase, car elles reviendront toujours. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Alors, quelquefois, vous savez, pour revenir, elles se déguisent. Par exemple, Ice, qui était le mauvais esprit, le dieu du vent, est devenu Saint Sarkis en arménien. Mais il a gardé tous les vices, si je puis dire, de son modèle païen. Hein. L'autre point, c'est que la coutume n'est pas discernable. La loi coutumière n'est pas discernable de l'environnement. C'est-à-dire que, de même qu'il y a des haies autour des champs, de même qu'il y a des saisons, etc., les lois de la classe d'âge, du groupe, etc., sont des lois naturelles. Ils n'ont pas du tout l'impression que c'est quelque chose qui a été décidé culturellement, pas du tout. Hein. Si vous voulez, ça s'impose comme on suppose aujourd'hui que le genre s'impose indépendamment de la biologie. Hein. C'est un point qu'on observe sur les coutumes. Bon. Ensuite, l'historiographie caucasienne, alors là, elle est postérieure à la conversion, parce que autrefois, on ne pouvait rien écrire, on ne pouvait pas écrire les choses honorables. Les choses écrites étaient toujours déshonorables, déshonorantes. Hein, les feuilles d'impôt, les mensonges des rois étrangers, vous voyez, les listes de péchés fabriquées par les démons, etc., etc. Bon, donc, les choses sérieuses, ça se savait par cœur. Donc, ces choses sérieuses qu'on sait par cœur, c'est les gestes auxquels se rapporte Moïse de Corène. Hein. Donc, l'historiographie est forcément très tardive, conséquence de la christianisation. Et on peut dire que les Arméniens se sont considérés comme la suite de l'histoire sainte. Vous voyez, bon. Alors, ils écrivent une histoire qui est rectiligne. C'est-à-dire que vous avez, si vous prenez Moïse de Corène, le père de l'histoire arménienne, on va directement de l'Arche de Noé et de Japhée, hein,
jusqu'à Tigrane, le vainqueur des Mèdes, et jusqu'à Mesrop, bon. Et en réalité, si vous voulez, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que l'archéologie et la linguistique comparée nous apprennent aujourd'hui toutes les péripéties du destin des différents peuples. Hein. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est le sujet d'une autre histoire. Hein. Alors, le problème, c'est les relations à l'égard de l'Europe. C'est-à-dire que à partir du XIe siècle, j'ouvre les guillemets là, Gog et Magog, qui habitent normalement au pays des Adjouch-Matjouch, tout à fait au bout de l'horizon, traversent l'Asie et ils envahissent les civilisations du Caucase. Et donc des terres qui étaient irrémédiablement, enfin indiscutablement attribuées aux différents peuples du Caucase, qui dataient du partage de la terre après le déluge, tout ça s'est remis en cause. Et c'est sans espoir jusqu'au moment où la paix s'établit entre les grands empires, c'est-à-dire entre l'empire sassanide et l'empire ottoman. À ce moment-là, et où commence le colonialisme occidental, à ce moment-là, les Arméniens vont rentrer en contact avec les Occidentaux et ils commencent à croire que la science occidentale va leur permettre de démolir la puissance étrangère. C'est très actuel, ça aussi. À ce moment-là, si vous voulez, il y a des réactions. Alors, mon réactionnaire préféré, c'est Abovian. Abovian, c'est celui qui trouve qu'il vaut encore mieux, avoir la culture ou l'inculture. Vous choisissez le mot, ça veut dire la même chose, dans le sens d'Abovian. D'un villageois de la plaine de l'Arara, qui connaît plein d'histoires, plein d'épopées, plein de proverbes, plein d'énigmes, plein de chants, que d'avoir cette science étrangère qui ne vaut rien, qui ne vaut rien et qui détruit les âmes. Et la réponse, c'est la création de la chaire d'arménien à l'école des langues orientales, qui devient un événement absolument mondial. Absolument mondial, parce que c'est la reconnaissance, en quelque sorte, d'un intérêt intrinsèque, on peut dire, de la culture classique arménienne, et c'est un espoir extraordinaire pour les Arméniens progressistes à l'époque. Et le dernier point que j'avais abordé, c'était évidemment la crise des arménophiles, la crise, je veux dire, des massacres hamidiens et le mouvement arménophile. Et j'ai essayé d'établir un parallèle entre l'affaire Dreyfus, disons, qui était la crise de conscience, de l'universalité des principes républicains à l'intérieur, et la question arménienne, qui est une prise de conscience des responsabilités internationales. Voilà à peu près le sujet. Merci beaucoup. Non, mais non, pas du tout, parce que là, vous avez tracé, vous avez tiré un fil jusqu'à l'époque contemporaine, ce qui est exactement l'issue du sujet que je suis censé leur enseigner en ce moment. Donc non, c'est à partir d'un petit bout, on aperçoit d'un regard la généralité. C'est tout l'intérêt des études, même très érudites. Un petit morceau permet de reconstituer le général. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup, parce que je suis certaine que cette conférence va semer, comme d'habitude, va semer des idées. Alors, en tête du volume 1, ça s'est fait en 70 ans, ce livre, ou en 50 ans, je veux dire. Donc, en tête du volume 1, si vous regardez la jaquette de la couverture, vous allez voir l'état où j'étais quand j'ai commencé. Ah ben, il était tombé dans... C'est pas le bal jouvence de... Et le deuxième, c'est l'état actuel. Mais non, l'état actuel, n'est-ce pas? Donc c'est l'œuvre d'une vie. Voilà. D'une vie de chercheur. Comment ça s'est passé? Vous voyez, regardez l'ex libris. De quoi? La petite vignette qui s'est produite là, qui s'est passée. C'est-à-dire les livres qui volent là, pour tirer la troïka,
Oui. C'est les 3000 volumes que m'a offert l'Académie des sciences d'Arménie il y a 50 ans, et qui m'ont aidé à m'envoler, mais fouetté par le coach. mon épouse. Oui, fouetté par Animae, qui est elle aussi historienne et linguiste et complice, enfin complice, je veux dire collaboratrice essentielle dans la conception de toute cette œuvre. Alors, bon, moi j'ai juste 2 mots. L'article auquel vous pouvez vous référer si vous voulez approfondir cette histoire de Colchide et lire l'article en question, ça s'appelle, c'est dans le volume 2, Colchide. C'est l'article 29. Article 29 Oui, l'article 29. Voilà, ça s'appelle la Colchide et la légende des Argonautes. Non, enfin, et les Argonautes. Bon, vous avez compris ce que c'est l'expédition des Argonautes. De la légende à l'histoire. C'est-à-dire, en fait, toute cette démarche de partir d'une mythologie ou des différentes variantes des récits mythologiques bien connus, et comment est-ce qu'on en trouve ensuite les preuves archéologiques, linguistiques et historiques. Voilà, alors je vais vous passer la parole si vous voulez poser 1 ou 2 questions, et moi j'ai une question peut-être aussi, parce que je sais qu'il y a des étudiantes et des étudiants géorgiens ici. Donc ce prénom de Médée est donc répandu Moi, je l'ai entendu, mais est-ce que l'histoire de Médée, disons, est-ce que la mauvaise réputation de Médée est fabriquée par Euripide, puis Corneille, puis tous les autres, est connue en Géorgie? Est-ce que ça... Bien sûr, mais elle est connue, mais dénoncée comme quelque chose de faux. Hein, c'est ça, donc c'est quelque chose qui est connu, qui est su. Oui, on sait que Médée a été caricaturée, on peut dire, par Euripide, hein, pas par les autres auteurs grecs. Il faut dire, il y a au moins, je ne sais plus combien, mais une trentaine d'auteurs importants qui ont raconté des épisodes de Médée. Et évidemment, après Euripide, c'est-à-dire pour Apollonius de Rhodes, forcément, Médée est déjà érotisée, déjà un peu déconsidérée, si je puis dire. Mais pour tous les auteurs antérieurs à Euripide, elle est quelqu'un d'autre. Il y a même des auteurs comme Diodore de Sicile qui ont conservé la forme ancienne de la légende.